Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Une fine pluie à Dakar ce matin. Ces premières gouttes d'eau sont provoquées par une perturbation atmosphérique. Est-ce le début de l'hivernage dans la capitale? La météo donne des indications. Dans le sud et le centre du Sénégal, la saison des pluies a bel et bien commencé. 100%, 500, 800% de bonus. La valse des promotions sur le mobile cache-t-elle des intérêts inavoués? Que gagne réellement le client ou l'opérateur? Peut-on parler de guerre des promos sur le téléphone? Focus ce soir sur une stratégie marketing qui suscite bien des interrogations. Et puis voyage au Maroc pour voir comment les patients sénégalais atteints de cancer sont pris en charge dans différents hôpitaux du royaume, des plateaux médicaux adaptés aux besoins de la centaine de nos compatriotes évacués dans ce pays. Dans le même temps, le Sénégal se prépare à installer les machines commandées, les machines de radiothérapie à Daladiam et Dantec. Et puis à suivre la rubrique au cœur de nos cultures, nous tenterons encore une fois de percer le mystère autour des masques traditionnels africains. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République s'est rendu hier lundi à Pire pour présenter les condoléances de la nation à la famille de Serigne Moustapha Cissé. Le défunt khalife de Pire est un homme multidimensionnel qui entretenait d'étroites relations avec le khalife général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, qui a loué la démarche de foi du chef de l'État à la cérémonie. Toutes les institutions de la République étaient représentées. Le compte-rendu d'Aboubakri Kane. En ce jour de l'Aïd el-Fitr, coïncidant avec le troisième jour du rappel à Dieu de Serigne Moustapha Cissé, le chef de l'État est venu partager avec Pire la perte de son khalife. Aux épouses du défunt, le président Macky Sall a présenté ses condoléances et celles de la nation. Une cérémonie officielle de réception des condoléances en présence du khalife général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, et de tous les dignitaires de la famille de Seydi El Hadj Malick Sy, du khalife de la famille omarienne et des représentants de toutes les familles religieuses. Le président de la République de revenir d'abord sur les qualités intrinsèques du défunt, un diplomate chevronné auprès duquel il se plaisait de recueillir avis et conseils. Au terme de 26 ans de califat, la disparition de Serigne Moustapha Cissé constitue pour le chef de l'État une perte pour toute la Oumma. L'homme attachait une attention particulière à la sauvegarde du modèle sénégalais de l'islam et des vertus de tolérance et de cordialité qui le caractérisent. Quant au nouveau khalife de Pire, il s'est juste limité à souhaiter la bienvenue au président Macky Sall et à sa délégation. Serigne Mansour Cissé laissant au khalife général des Tidjanes le soin de recevoir les condoléances du chef de l'État. Ami et confident du défunt, Serigne Abdou a remercié le président de la République au nom de la famille pour la prise en charge des soins médicaux de Serigne Moustapha Cissé tout au long de sa maladie. Le khalife de louer ensuite les liens étroits qui ont toujours existé entre les familles Sy de Tivaouane et Cissé de Pire. À l'occasion, le khalife a réitéré son appel à l'assistance et à tous les fidèles musulmans, les invitant à vivre profondément au rythme des préceptes de l'islam. Des prières ont par la suite été formulées pour le repos de l'âme du défunt, prières pour le khalife Serigne Mansour Cissé dans sa nouvelle mission, prières aussi pour une paix durable et pour la réalisation des grands projets engagés pour le développement du Sénégal. Et puis le khalife général des Tidjanes invite les Sénégalais à l'unité et la tolérance, un message à l'occasion de la Korité. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine lance également un appel au travail et à la discipline et demande aux parents de se consacrer à l'éducation de leurs enfants. La synthèse de Cherfa, là, tu vas voir. L'unité et la tolérance au cœur des préoccupations du khalife général des Tidjanes. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, qui a pris part à la prière de l'Aïd el-Fitr à la mosquée Seydi Ababakar Sy, est en contact permanent avec le khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Ils se concertent dans la problématique de la gestion de l'apparition du croissant lunaire. Tivaouane et Touba seront toujours en phase dans ce domaine, dira Al Amine, un modèle qui pourra un jour aider le Sénégal à célébrer ses fêtes religieuses dans un même élan unitaire.
C'est la forte conviction du Khalife général des Tijanes qui a lancé un appel au travail et à la discipline. A renchéri Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, qui a rendu un hommage appuyé au Khalife disparu récemment, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum et Serigne Moustapha Cissé de Pire. Dans ce sillage, le Khalife général des Tijanes a recommandé des prières dans toutes les grandes mosquées le jour du vendredi et de sortir de l'aumône. Notre pays et tous ses fils ont besoin de toutes ces démarches de foi, a indiqué le Khalife général des Tijanes, qui a lancé un pressant appel pour l'éducation de nos enfants en les inculquant les valeurs tirées uniquement des enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Auparavant, l'imam Moussa Diop, qui a dirigé la prière de la Korité dans cette grande mosquée Seydi Ababakar Sy, a exhorté les musulmans à un retour à Dieu et au respect des prescriptions de l'islam. Son sermon était consacré aux bienfaits du Ramadan et la nécessité de poursuivre l'œuvre de dévotion. Tous ces messages ont été délivrés devant de nombreux fidèles, mais aussi et surtout des autorités administratives et locales qui ne manqueront pas de transmettre au chef de l'État les salutations du Khalife, qui a mentionné que le Sénégal doit maintenir sa sérénité sur le chemin de l'émergence. À Darou Khadim Guiranen, la prière a été dirigée par Serigne Fallou Mbacké. Le guide religieux a magnifié la politique initiée par le chef de l'État dans le cadre de la modernisation des cités religieuses. Lamine Touré. L'ambiance était faite de prières et de recueillements à Touba. Beaucoup de fidèles musulmans ont pris d'assaut les lieux de culte pour sacrifier à la traditionnelle prière de fin de Ramadan. Une occasion saisie par Serigne Fallou Mbacké de Darou Khadim Guiranen pour magnifier les relations étroites qui lient le chef de l'État et l'ensemble des familles religieuses du pays. Une proximité qui en dit long sur la politique d'assistance conduite par le président de la République, notamment en ce qui concerne la modernisation des cités religieuses. Serigne Fallou Mbacké a aussi évoqué la situation économique, sociale et politique du pays. Il a exhorté l'État à poursuivre ses efforts d'investissement, la seule voie pouvant asseoir définitivement une justice sociale voulue par Macky Sall. Sur ce chapitre, le marabout a beaucoup insisté sur la nécessité d'accompagner la jeunesse du pays en matière d'insertion économique. Concernant les élections législatives en vue, Serigne Fallou Mbacké n'a pas donné de consigne de vote. Il s'en remet au libre choix des talibés qui, dit-il, sont suffisamment responsables pour voter utile. Et puis les lendemains de Korité. Le lendemain de Korité, ce n'est pas jour férié comme le pensent certains. Du coup, il faut noter que dans Dakar, la capitale, il y a une nette fluidité dans la circulation et la ville est très calme. Alors nous allons avec Abibou Mbaye voir comment les Sénégalais ont vécu justement ce lendemain de fête. Un policier en faction prend le temps de passer un coup de fil sous un pont peu fréquenté. Ici, les embouteillages cèdent la place à la fluidité en de pareils jours ouvrables. Assis sur sa moto, il veille aux moindres détails. Lendemain de fête qui se prolonge comme sur cette autoroute dans ses deux sens peu fréquentée sous un ciel lourdement chargé de nuages. Une fluidité qui enchante les conducteurs qui se plaisent à toute manœuvre. Ça se remarque, je suis allé en ville, parce que d'habitude je mettais beaucoup plus de temps, mais aujourd'hui vraiment ça va quoi. Mais sûrement voilà, tout le monde n'est pas sorti. Je ne sais pas si c'est à cause de la pluie ou bien le lendemain de fête, mais en tout cas, si c'était comme ça, voilà, ça aurait été mieux. Mais il n'a pas beaucoup plu aujourd'hui, et puis aujourd'hui c'est un jour ouvrable. Oui, c'est un jour ouvrable. Bon, je crois que bon, les privés ont travaillé, mais je crois que nos amis de la fonction publique, voilà, ont pris, je ne sais pas, le lendemain de la Korité comme un jour férié, et je crois que c'est un jour ouvrable. Donc voilà, c'est ça. Apparemment, c'est les vieilles habitudes des Sénégalais. Les vieilles habitudes, voilà, c'est ça, c'est voilà, les disciplines sénégalaises plutôt. Donc c'est vrai, ils ne respectent pas les lois, même le code de la route. Non, on ne respecte aucune loi, vraiment. C'est une chose à déplorer, quoi. Déplorer des comportements et des actes qui parfois sont ancrés dans les habitudes.
Certains y trouvent leur compte, comme ces taximens qui cohabitent aisément avec ces policiers en patrouille à Sandaga. On se réjouit beaucoup de la fluidité de la circulation. On peut aller à Rufisque en 15 ou 20 minutes. Même à Colobane, il n'y a pas d'embouteillage, comme on le craignait. Des cars Ndiaga Ndiaye à l'arrêt près du stade Léopold Sédar Senghor. Pause Korité oblige. Des cantines fermées à Sandaga. La fête de Korité est une sorte de retour à la source pour les habitants de Dakar. Les gens sont maintenant éveillés, ils vont passer la fête dans leur localité d'origine. Passer de bons moments en famille, c'est mieux que de rester à Dakar. Moi, je suis fier d'eux car chacun doit retourner à la source. Même si la fine pluie sur Dakar n'est pas une excuse valable pour les nombreux absentéistes, l'administration, certes la plus interpellée, rappelle la loi qui régit les jours fériés. Généralement, les gens font la confusion en croyant que tout lendemain de Tabaski et de Korité est automatiquement un jour férié, ce qui n'est pas le cas. La seule possibilité, c'est que lorsque la Korité ou la Tabaski tombe un dimanche, le lundi suivant est considéré comme férié. Mais hormis cette situation, tout lendemain de Tabaski et de Korité, autre qu'un dimanche, doit être un jour travaillé. Oui. Comme c'est le cas. Aujourd'hui, normalement, ce n'est pas un jour férié. C'est un jour ouvrable et les gens devraient être au bureau. Quand la circulation de Dakar est au ralenti, pas besoin de rouler vite. Il suffit de passer devant le clignotant orange, mais avec prudence. Dakar qui vit au ralenti, et si c'était comme ça tous les jours, comment se porterait notre économie? Au niveau des marchés, il y a un décor peu reluisant en ce lendemain de Korité, même si les efforts sont notés dans la prise en charge des ordures par les communes. Au marché HLM, Tilène et Castor, les images diffèrent d'un lieu à un autre. Un seul point commun, l'ambiance timide au lendemain de la Korité. Anne-Marie Gomis. Marché Castor, lendemain de fête. Un calme surprenant pour cet endroit ordinairement bruyant. Sous la fine pluie matinale, les quelques rares trouvés sur place expliquent. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bagages sur le marché parce que c'est le reste de la fête de Korité qu'on essaie d'évacuer aujourd'hui. À cause de la pluie, les petites gouttes qui tombent, les gens n'ont pas venu au marché. Et cela n'est pas sans effet sur le panier de la ménagère. Marché vidéo. Je pense que c'est à cause de la pluie et le lendemain de fête aussi. Il n'y a presque rien. Autre constat, le marché Castor, jadis insalubre après les fêtes, semble se défaire de cette réputation. Une nette amélioration est constatée dans la gestion des ordures. Cette année, il y a eu des améliorations comparées à l'année dernière, où tout l'espace était occupé par les ordures. Depuis 2 ans, on est en train de collaborer avec les gens de UCG et les techniciens de surface qui sont au niveau du marché. À la veille de chaque événement, on fait la collecte et ensuite le jour même et le lendemain. Ce qui fait que par exemple, il n'y aura pas de tas d'ordures au niveau du marché et aux alentours du marché. Autre endroit, autre décor. Au marché HLM, l'état des lieux attire les attentions. Les sachets plastiques et autres restes de tissus jonchent le sol. La mairie s'affaire au nettoiement et à l'évacuation des ordures. C'est nous, la commune, avec l'UCG. Donc c'est l'UCG qui nous appuie. Donc l'UCG nous appuie dans le cadre du nettoiement. Et Inch'Allah, Rabbi, demain quand vous repasserez ici, vous allez trouver que le marché est hyper propre. À côté, on démonte les tentes aménagées pour les besoins de la fête. La fête est finie, on enlève les tentes pour permettre aux autres de faire leur travail. Du coup, congé obligé pour la majeure partie des commerçants qui ont fermé boutique. Et pourtant, la situation arrange d'autres. Il y en a qui en profitent pour ramasser des choses utiles. L'exemple de cette femme qui vient de Bambey. On ramasse des bâches, des toiles et des bidons pour aller revendre au village.
En attendant le retour à la normale annoncé dans les prochaines heures, les populations riveraines semblent apprécier cette nouvelle dynamique de la commune à rendre les lieux propres. La mairie est en train de faire beaucoup d'efforts par rapport à la gestion des ordures, contrairement aux années précédentes. Sur la route pour le marché Tilène, à hauteur de Niaritali, d'autres agents de nettoiement à l'ouvrage pour ramasser les ordures sauvagement déposées. C'est récurrent à chaque lendemain de fête. On a l'impression que les gens se moquent des règles établies. On en parle tout le temps, mais ça ne change pas. On a même cherché des gardiens la nuit, mais rien. À Tilène, le décor est moins choquant. Quelques rares tas d'immondices qui ne semblent pas gêner le trafic. Là également, les autorités ont pris les devants pour éviter tout désagrément. Cette année, il faut le dire, il y a des efforts qui ont été faits par la mairie pour le ramassage des ordures. Côté affluence, un léger mieux par rapport au marché Castor. Mais côté approvisionnement, la situation est la même. Il n'y a personne. Les gens jouent aux prolongations et ça se ressent dans le panier de la ménagère. Tu vois, il n'y a pas de poissons. Les pêcheurs ne sont pas allés en mer à cause de la fête. Ainsi va le marché au lendemain de la fête. Partout, le constat est le même. Pas d'affluence, moins d'approvisionnement. Dans ces lieux de commerce où l'on note également une amélioration dans la gestion des ordures. L'hivernage a-t-il commencé à Dakar avec cette fine pluie qui s'est abattue ce matin dans la capitale? L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie apporte des précisions. Cette perturbation atmosphérique a touché d'autres localités du pays. Dans la zone sud-est et centre, l'hivernage a bel et bien démarré. De fortes pluies ne sont pas à écarter cette année, indique l'ANACIM. Jeanne Dior. Une matinée de fine pluie à Dakar, un ciel clément qui a fait des heureux, surtout ceux qui ont subi la forte chaleur de ces derniers jours. Du côté de l'ANACIM, on donne une explication à ce phénomène précoce pour la capitale. Ces pluies ont commencé depuis hier, en début d'après-midi, sur la Casamance, vers Kédougou, Tambacounda, et aussi à l'est du pays. Donc vers Matam, Ranérou, Bakel, il a plu hier nuit, et quelques localités du centre. Maintenant, ce sont ces pluies-là qui, par la suite, ont évolué sur l'ensemble du territoire sénégalais, donc occasionnant des pluies jusqu'au nord du pays. Donc là, ce matin, à Saint-Louis, ils se sont réveillés avec la pluie, comme à Dakar. Donc pour dire que c'est une perturbation qui a balayé l'ensemble du territoire sénégalais. Chaque région ou zone a sa période de démarrage de la saison des pluies. Peut-on considérer cette pluie comme le début de l'hivernage à Dakar? Il ne faut pas dire que cet hivernage a démarré un peu partout. Parce qu'à Dakar, par exemple, les premières pluies qu'on a enregistrées sont précoces, mais ce n'est pas des pluies qui laissent présager une installation de l'hivernage. Parce que l'hivernage à Dakar, en général, ça commence en mi-juillet et dans la dernière décade de juillet. Donc il faudrait s'attendre à une installation timide, mais dans la localité centre et dans la localité est ou sud où on a cette installation effective. Dans la zone sud, est et centre, l'hivernage est bien installé. Par rapport aux prévisions saisonnières, peut-on s'attendre à de fortes pluies? Ce n'est pas écarté parce qu'on est dans un contexte de changement climatique où on a souvent des extrêmes pluviométriques. Parce que si on laisse une installation humide et qu'on a des phases vraiment humides, ça peut laisser entrevoir des séquences qui peuvent laisser des inondations. Une première journée de pluie fine à Dakar. Avec l'effet des changements climatiques, la saison pluviale peut connaître des perturbations, d'où l'importance d'avoir les informations climatiques et météorologiques pour éviter les désagréments causés par les pluies. De l'eau, des intrants, du matériel agricole, Kaolack vit déjà son hivernage. Les autorités administratives, les acteurs et les paysans espèrent une bonne campagne. Les préparatifs ont débuté bien avant les premières pluies. Claire Diop.
Lors de la campagne agricole 2016-2017, Kaolack a enregistré une hausse de 15% de sa production céréalière, une situation saluée par les acteurs. Pour cette présente édition, la campagne se prépare bien. La région a reçu intrants et matériel agricole. Les commissions mises en place sur le terrain procèdent à la distribution. Nous avons au niveau de la région prévu de recevoir environ 12 000 tonnes. Actuellement, à ce jour, nous avons reçu 9 400 tonnes, soit 95%. Dans le cadre du programme national d'autosuffisance en riz, PNAR, Kaolack a reçu 10 décortiqueuses, 40 semoirs boomerang, 2 motoculteurs diesel et 2 batteuses. La répartition s'est faite suivant des critères bien précis. Nous avons fait la répartition suivant la prévision d'emblavure en riz pour chaque département, suivant le niveau d'équipement et suivant le dynamisme organisationnel. Comme nous avons au niveau de la région, nous n'avons pas reçu suffisamment de motoculteurs, batteuses et décortiqueuses par rapport aux semoirs de rang qu'on a reçus en quantité suffisante, nous avons choisi un réceptacle. Pour la riziculture, le département de Nioro a eu droit à une discrimination positive. Plus de 60% du matériel lui est alloué. Selon la météo, la saison des pluies est officiellement annoncée. Il faut attendre au moins pendant 3 jours pour voir est-ce que vous avez 15 mm pour une pluie utile cumulée en 3 jours pour préparer les semis. Si ce n'est pas les céréales sèches qu'on peut semer à sec, vous pouvez perdre vos semences d'arachide. Actuellement, avec le phénomène des changements climatiques, les faux départs, il faut les éviter. À ce stade, dans les parcelles, tout est fin prêt. Travaux de pré-hivernage, mise en place des facteurs de production, suivi technique de la production pour permettre aux graines semées de bien fleurir. La RTS et le CNRA sont en discussion avancée sur la couverture des élections législatives prochaines. Les concertations pérennes ont permis de dégager quelques propositions liées entre autres au temps d'antenne et de passage des différents candidats. L'objectif est de répondre aux attentes des pouvoirs publics sur le principe d'égal accès à la RTS aux différentes listes en compétition. Lamine Touré. Entre la RTS et le CNRA, c'est le temps des échanges continus dans le cadre de la couverture des législatives. Au menu de ces rencontres quotidiennes, les modalités d'accès aux candidats à l'audiovisuel public ainsi des propositions sont déjà dégagées en conformité avec le principe d'égalité et d'équilibre. D'abord, les temps d'antenne et de passage. Le temps d'antenne consacré à chaque liste. La RTS a proposé entre 1 minute 30 et 2 minutes et également 2 temps de passage. Un premier temps de passage entre 18h30 et 19h45 et une deuxième tranche entre 21h et 22h15. Ensuite, la RTS se veut efficace dans cette dynamique compte tenu de la configuration exceptionnelle des participants à ces élections. Des studios d'enregistrement sont disponibles à Dakar comme à Ziguinchor, Tambacounda et Matam. L'autre élément, c'est également demander aux listes de consacrer un temps pour les enregistrements en studio, parce que ça peut aussi aider à gérer la logistique de la RTS. Dernier élément sur lequel on est revenu, c'est vraiment le dispositif à mettre en place. CNRA, RTS et responsables donc, des listes pour que les enregistrements arrivent à temps par disque dur au CNRA pour qu'on puisse obtenir très tôt les visas pour diffusion ou s'il y a des correctifs à apporter pour qu'on puisse les intégrer. Cette concertation, la énième du genre, permet à ces deux structures de répondre de manière raisonnable aux attentes de l'État. Nous vous félicitons de cet esprit de collaboration et de disponibilité que nous avons constaté auprès de la RTS, de l'expertise avérée qui a été à la base des propositions, de la réflexion qui a abouti aux propositions que vous nous avez soumises et sur lesquelles nous avons marqué
pour l'essentiel notre accord, en attendant que la concertation avec les acteurs, c'est-à-dire les représentants des candidats et des listes de candidats, puisse valider avec nous ce que nous avons élaboré aujourd'hui. Les échanges seront élargis ce jeudi aux différentes listes en compétition à la RTS à partir de 15h. Une dernière rencontre qui consiste à bâtir un consensus de tous les acteurs autour de la couverture par la RTS des élections législatives. La Banque ouest-africaine de développement a ouvert sa 105e session ce matin. Le bilan des réalisations de l'année passée et les prévisions pour les futurs projets sont à l'ordre du jour. Et puis cette session se tient dans un contexte marqué par le retour de l'Allemagne au sein du conseil d'administration. S'y ajoute un environnement favorable avec une croissance de 7,3% prévue dans l'espace UEMOA. Hamidou Diop. Cette session de la Banque ouest-africaine pour le développement reste marquée par le retour de l'Allemagne au sein du conseil d'administration. La BOD a connu en 2016 une année dynamique avec plus de 300 milliards de francs CFA mobilisés. Cette tendance reflète largement les besoins de financement des États membres et des entreprises privées dans un contexte économique favorable au sein de la zone UEMOA. La croissance de cette zone devrait s'établir à 7,3% contre 6,8% en 2016, portée notamment par les investissements dans les infrastructures et les performances au niveau des transports et communications. En 2017, la BUAD mettra l'accent sur la supervision des projets en cours d'exécution, sur l'assistance au pays pour le démarrage de nouveaux projets et l'évaluation à mi-parcours du plan stratégique 2015-2019. Objectif de la banque, confirmer l'Investment Grade, la notation décernée par les agences Fitch et Moody's. Ces résultats sont certes encourageants, mais ils sonnent également comme un défi dans la mesure où ils nous invitent à œuvrer à pérenniser la qualité de la ceinture de la BOD. Cela passe notamment par l'amélioration continue dans des domaines clés comme la gouvernance, la gestion des risques, la gestion de la trésorerie et plus généralement du profil financier. Pour cette présente session, le bilan des 3 premières années de l'unité régionale de développement des partenariats publics-privés sera fait. Cette unité, créée en 2012, a pour mission essentielle d'appuyer les États dans le cadre des projets en partenariat public-privé à travers le renforcement de capacités et la mise à disposition d'outils méthodologiques. Jusqu'au 29 juin, à 23h59, bonus 200% par CEDOR et 150 par carte. Vous avez eu presque tous reçu ce genre de message sur votre téléphone mobile. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est votre opérateur qui vous parle le plus souvent. Cela s'appelle promotion du crédit de plus pour vous permettre de communiquer sans compter, pour vider votre porte-monnaie ou fidéliser le client. La stratégie marche, une démarche marketing qui cacherait bien des secrets. C'est le coup d'œil de la rédaction sur une activité qui tient encore la route. René-Léon Fonseca. Elle suscite la ruée de la plupart des consommateurs et continue de gagner du terrain. Parfois même, elles atteignent des records, 500 ou 800%. Disponibles par carte ou en détail, ces promotions de crédit sont accessibles partout, en ville, dans les rues et les recoins de chaque quartier. Mais servent-elles vraiment à grand-chose? Jusqu'où peuvent aller les opérateurs? Et qu'est-ce qui se cache derrière ces multiples promotions? Nous avons voulu en savoir un peu plus. Comme chaque matin, premier réflexe pour Oumou, jeter un petit coup d'œil sur sa messagerie à la recherche d'éventuelles promotions de crédit. C'est une chasseuse de promos et elle est fière de porter un tel sobriquet. Ah, ça oui, j'affirme quand même, parce que je n'achète pratiquement du crédit qu'en période de promotion. Oui, juste pour avoir un peu plus de crédit et pouvoir communiquer. Des opérateurs qui inondent les clients de promo. Des pressions promotionnelles qui s'accélèrent et qui, des fois, dérangent certains clients. Promotion
Les promotions ne nous servent vraiment pas à grand-chose. Tous les jours, on nous envoie des messages de promotion, mais au finish, on a juste l'impression que c'est de l'arnaque. Ça n'a aucun sens. Je ne suis pas emballé par ces multiples promotions. Je n'attends jamais ces promos pour acheter du crédit. C'est de l'arnaque. Mais que se cacherait-il derrière ces promotions musclées? Pour ce spécialiste des télécommunications, chacun y gagne, le client tout comme l'opérateur. L'opérateur a ses objectifs de développement de revenus, de maintien de sa base client. Les clients ont l'objectif de dépenser mieux et moins. Donc chacun y gagne. L'opérateur stresse le client, stresse sa base client à coup de promo, ça c'est une réalité. Stresser le client ou vider son porte-monnaie. Pour certains opérateurs de téléphonie, on est loin de ces deux scénarios. Selon ses directrices de marketing, ces promos n'ont qu'un unique objectif, fidéliser le consommateur. Vous savez, une promotion, c'est un sacrifice que fait l'opérateur parce qu'on offre plus, on donne plus, c'est-à-dire qu'on gagne moins. Mais on compte sur le fait que le client étant satisfait restera chez nous, donc nous rapportera plus tard. Mais jusqu'où peut aller cette guerre des promotions entre opérateurs? Impossible de le dire. Mais qu'à cela ne tienne, l'Agence de régulation des télécommunications et des postes encadre autant que faire se peut ces promotions pour parer à toute éventualité. Après ce focus sur la promotion du crédit avec les téléphones, nous nous rendons au Maroc. Les malades du cancer envoyés au royaume chérifien sont dans de bonnes conditions de prise en charge globale. C'est ce qu'a pu constater le service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Les patients sont traités avec des appareils de radiothérapie de dernière génération. Justement, le Sénégal vient d'acquérir les équipements neufs qui seront installés à Daladjam et à Le Dantec. Omar Tchaoua. En matière de traitement du cancer, le Maroc a fait des pas de géant ces 10 dernières années. À partir de 2006, avec la fondation Lalla Salma, les choses sont allées très vite. Nous disposons maintenant de plusieurs centres publics, privés et du matériel de radiothérapie qui est le plus dur à acquérir et le plus cher. L'hôpital Cheikh bin Zayed Al Nahyan est un fleuron médico-sanitaire du royaume chérifien. Il héberge le Casablanca Cancer Center, doté des équipements dernière génération de radiothérapie. On dispose de la machine plus performante qui existe maintenant au niveau mondial, à savoir le TrueBeam STX. Le centre de traitement Al-Kindi et le CCC sont les principales destinations des patients sénégalais évacués vers le Maroc. On aurait pu envoyer nos malades ailleurs, peut-être à moindre coût. Mais le Maroc offrant un plateau d'excellence, alors le chef de l'État a demandé à ce que ces malades soient évacués, quel qu'en soit le coût, au Maroc. Les représentants diplomatiques à Casablanca se sont très vite impliqués pour relever ce défi sanitaire exceptionnel. Nous avions déjà, nous, une convention avec cet hôpital. Et nous avons voulu que l'hôpital fasse bénéficier de cette convention à tous les Sénégalais qui le souhaitaient. Plusieurs vagues de malades sénégalais se sont succédées dans ces établissements de soins. L'accueil et le traitement sont jugés satisfaisants. Le président aurait pu nous laisser au Sénégal. On s'occupe bien de nous, tant du côté des soins que de la restauration. Un représentant du ministère de la Santé et de l'Action sociale est sur place pour que tout se passe bien. Il s'agit de les accueillir, de bien les installer dans des appartements convenables et également d'être l'interface avec le personnel médical qui est au niveau des différents hôpitaux à Casa. Les traitements sont faits en ambulatoire, c'est-à-dire que les malades ne sont pas hospitalisés. Quotidiennement, ils viennent pour des actions thérapeutiques précises jusqu'à leur retour au Sénégal. Au retour, les malades sont revus par les membres de notre équipe où on fait le point sur tout ce qui a été réalisé au Maroc et quelle est la destination future de ce malade.
En procédure d'urgence, le Sénégal a commandé de nouvelles machines qui seront installées à Dalal Jamm et à Le Dantec. Nous sommes en train de procéder au coulage du réceptif devant accueillir les accélérateurs linéaires. Le coffrage est déjà fait. Maintenant, il reste juste à couler le premier. Dans 24 heures, on pourra attaquer le deuxième. Tous les délais impartis sont respectés, Inch'Allah. Des experts sénégalais se sont déjà rendus dans les pays d'origine de ces machines. Une équipe d'inspection est bien allée à Anvers et aussi en Autriche pour vérifier la qualité de ces appareils. Auxquels il faudra s'adapter. Il y aura pendant les premiers mois un accompagnement par les fournisseurs pour adapter à nos réalités la technologie de ces appareils. En attendant l'installation de ces appareils qui constituent le nec plus ultra de la radiothérapie, les hôpitaux marocains spécialisés font tout pour mettre les patients sénégalais dans les meilleures conditions de traitement. Et les autorités sanitaires nationales suivent de très près leur bilan de santé. Au cœur de nos cultures à présent, nous allons tenter de percer le mystère des masques traditionnels africains. Loin d'être de simples objets d'art, ils sont empreints de spiritualité. Dans beaucoup d'ethnies du Sénégal, on les retrouve à l'occasion de certaines circonstances de la vie. Que se cache? Qu'est-ce qui se cache? Qui se cache derrière ces masques? Voici le reportage de Ndeye Aïdaja. Un masque, un divertissement, derrière, tout un symbole. Nous sommes au cœur d'une cérémonie védique. À cette occasion, les initiés apprennent des secrets transmis à partir de ces masques. Autre lieu, le musée Théodore Monod de l'Institut fondamental d'Afrique noire. À travers les explications de ce guide, on comprend les croyances et la sociologie associée à ce masque guinéen. C'est un masque de rituel agricole. Quand on parle de l'agriculture, on a besoin de l'eau. Et ici, on a les dents du crocodile. Et le crocodile est un animal qui vit dans l'eau. C'est pour faire appeler l'eau. Mais sur ce masque aussi, il y a des yeux et un nez. Les yeux et le nez symbolisent le cultivateur. Ici aussi, il y a les tresses de la femme. Et les tresses, symbole de maternité s'il s'agit de la femme. Mais ici, il s'agit de l'agriculture, symbole de fertilité. Sur le masque aussi, ici, on a la queue du caméléon qui est enroulée ici. Et vous savez, le caméléon est un animal qui n'est pas du tout rapide, symbole de la patience. Parce qu'en matière d'agriculture, il faut avoir de la patience. Et sur les ailes, il y a les cornes de l'antelope. Et vous savez, l'antelope est un animal qui est très rapide, symbole de la rapidité. Parce qu'aussitôt que l'eau du pluie tombe, il faut se mettre au travail. Jadis, les masques étaient donc présents dans toutes les circonstances de la vie. En Afrique subsaharienne, il n'est pas seulement considéré comme un déguisement. Tout un ensemble lié aux parures, aux vêtements, permettent de saisir ces différentes fonctions. Il y a des masques que l'on porte en temps de guerre, d'autres que l'on porte pour des funérailles, surtout dans les sociétés en Côte d'Ivoire, qui accompagnent le défunt jusque dans sa tombe en chantant ses louanges. D'autres masques sont des masques d'initiés que l'on porte tout simplement lors de rites entre sociétés secrètes. Il y a également des masques qui sont des masques griots, des masques mendiants. Il y a également des masques dont la symbolique est liée au semail. Par exemple, les masques Chiwara, les Bambara, que l'on porte sur la tête, sous forme de coiffe, de vannerie, par exemple, sont utilisés ou représentent l'ancêtre qui a su dominer la force de travail de la terre. Une certaine spiritualité s'appréhende donc à travers l'utilisation de ces masques. Du mystère y en a, comme l'indique d'ailleurs ce masque Manding Oujola, le kumpo, très respecté en Casamance. Le kumpo, c'est dans le saucé. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout pour savoir ce qui est là-dedans. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit kumpo, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Cérémonie d'initiation en milieu Bassari. À cette occasion, les masques sortent. Pour les Bassari, ce ne sont pas seulement des hommes déguisés. Ils symbolisent des ancêtres qui veillent sur le peuple. Le masque joue le rôle d'intermédiaire entre les morts et les vivants. Le masque est un ensemble porté par un danseur
à travers lequel un Dieu se réincarne. Mais ici, il faut entendre Dieu dans le sens d'une force suprasensible, de toute force suprasensible qui agit et qui, pour une raison très évidente, ne peut pas se montrer sous la forme visible. Le sud et le sud-est du Sénégal sont les derniers bastions où les masques sont encore visibles. Du fait de la modernité et des religions révélées, les masques sont plus considérés aujourd'hui comme des objets esthétiques. Mais au musée Théodore Monod, l'idée est de retracer l'évolution des sociétés traditionnelles. Les musées sont des lieux où on garde des vestiges, entre guillemets, c'est-à-dire que nous documentons le passage et l'évolution des sociétés. La disparition des sociétés secrètes, la remise en cause de l'ordre hiérarchique, autant de facteurs qui ont fait perdre au masque son rôle social. Les masques apparaissent aujourd'hui qu'à l'occasion des fêtes et souvent de manière carnavalesque. Que se cache-t-il derrière les masques traditionnels africains? C'était donc le sujet de la rubrique Au cœur de nos cultures en rediffusion. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées. Destination l'Ukraine, la France et la Colombie. Le gouvernement a achevé le désarmement des FARC. Le récit de Seydina Alioune-Fall. Le gouvernement colombien et les FARC ont célébré aujourd'hui la fin du désarmement de la principale guérilla du pays en conflit depuis plus d'un demi-siècle. Avec l'armement récupéré puis fondu, 3 monuments symbolisant la fin du conflit seront érigés à New York, à Cuba, siège des négociations de paix, et en Colombie. La prochaine étape sera le retour à la vie civile de ces ex-combattants qui vont bénéficier d'une justice spéciale garantissant l'amnistie pour la majorité d'entre eux. Des attaques informatiques se sont multipliées ce mardi dans le monde. Le virus a contaminé des banques et entreprises. En France, le Centre de lutte contre les criminalités numériques a annoncé que ces vagues d'attaques virales vont se multiplier dans les prochains mois. Plusieurs spécialistes de cybersécurité ont désigné le virus responsable comme Peter Wrap, une version modifiée du ransomware, rançon logiciel qui avait frappé l'an dernier. C'est désormais confirmé. L'ancien Premier ministre Manuel Valls quitte le PS. Il siégera comme député apparenté au sein du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale française. En retrait depuis plusieurs mois du Parti socialiste, Manuel Valls quitte le PS. Pour lui, c'est une partie de sa vie politique qui s'achève. Un autre ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, a annoncé sa démission de son mandat de sénateur en octobre. Raffarin quitte la politique et envisage de se consacrer à son projet d'ONG pour la paix. L'ex-député écologiste passé à la République En Marche, François de Rugy, a été élu président de l'Assemblée nationale. À présent, faisons connaissance avec une jeune fille agent de nettoiement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle s'est distinguée lors des derniers championnats d'Afrique de karaté au Cameroun. Son nom, Maguette Mbaye. Elle est médaillée de bronze dans la catégorie des moins de 50 kilos. Cette orpheline, déterminée à réussir sa vie, fait la fierté de sa famille et de ses collègues de travail. Notre reporter, lui, Philippe Sagna, l'a rencontré. À 6 heures, Maguette est déjà prête. Ce travail, elle le fait depuis 5 ans. Je me réveille à 5h moins 20 pour être ici à 6h et commencer mon travail. À la descente, j'enchaîne au stade pour m'entraîner jusqu'à 20h. Cette jeune fille âgée de 23 ans est en réalité une championne de karaté. Au moins 7 fois au Sénégal, en plus du titre de vice-championne d'Afrique en 2014. L'université m'apporte tout le soutien possible. Mention spéciale à mes patrons de la faculté des lettres et sciences humaines. Ils m'autorisent à aller à toutes les compétitions. À mon retour, je perçois tout mon salaire, même si je m'absentais pour 2 mois. Gagner sa vie dignement, c'est le credo de celle qui a appris le karaté à l'âge de 13 ans.
Cet agent de nettoiement est bien apprécié par l'administration de la faculté des lettres et sciences humaines. C'est un agent modèle qui fait preuve d'assiduité et de ponctualité parce qu'elle est là tôt le matin, donc pour démarrer le travail. Et ensuite, c'est une fille qui est respectueuse donc, du personnel. Ce n'est pas un hasard si les dernières performances de Maguette occupent la page d'accueil du site de cette université. Voilà, parce qu'elle cultive l'excellence dans le travail et c'est cette même excellence qu'elle cultive donc, dans le cadre sportif. Ce qui lui vaut donc cette performance honorable. Entre l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et le domicile familial, la distance est importante. Nous sommes à l'unité 18 des parcelles assainies de Keur Massar, où cette orpheline de père et de mère fait la fierté de tout le voisinage. Ma petite sœur est exemplaire et adorable. Elle me voue tout le respect qu'elle accordait à nos défunts parents. Je suis au courant de tout ce qu'elle fait. Dieu m'est témoin et tous les voisins peuvent l'attester. C'est une fille très courageuse qui aime beaucoup ce qu'elle fait et qui est très gentille, très polie avec tout le monde. Maguette n'est pas la seule championne de cette famille. Elle veut suivre les pas de sa sœur Amimbaï, championne d'Afrique en 2007 à Alger et établie en France. Cela passe par cette médaille de bronze obtenue lors des derniers championnats d'Afrique à Yaoundé dans la catégorie des moins de 50 kg. Je lance son appel au gouvernement pour qu'il appuie la fédération de karaté. Avec tous les moyens réunis, nous porterons haut le drapeau sénégalais. Personnellement, je voudrais être championne d'Afrique en 2018. Mon rêve, c'est de remporter une médaille olympique. La pensionnaire de Tchilogne Karaté Club basée à Yeumbeul Samsam 3 a la bénédiction de ses proches. Toute une famille mobilisée pour l'encourager à aller plus loin afin de renforcer son palmarès déjà riche d'une vingtaine de médailles. Bravo, championne. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Une fine pluie à Dakar ce matin. Ces premières gouttes d'eau sont provoquées par une perturbation atmosphérique. Est-ce le début de l'hivernage dans la capitale? La météo donne des indications. Dans le sud et le centre du Sénégal, la saison des pluies a bel et bien commencé. 100%, 500, 800% de bonus. La valse des promotions sur le mobile cache-t-elle des intérêts inavoués? Que gagne réellement le client ou l'opérateur? Peut-on parler de guerre des promos sur le téléphone? Focus ce soir sur une stratégie marketing qui suscite bien des interrogations. Et puis voyage au Maroc pour voir comment les patients sénégalais atteints de cancer sont pris en charge dans différents hôpitaux du royaume, des plateaux médicaux adaptés aux besoins de la centaine de nos compatriotes évacués dans ce pays. Dans le même temps, le Sénégal se prépare à installer les machines commandées, les machines de radiothérapie à Dal Aldiam et Dantec. Et puis à suivre la rubrique au cœur de nos cultures, nous tenterons encore une fois de percer le mystère autour des masques traditionnels africains. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République s'est rendu hier lundi à Pire pour présenter les condoléances de la nation à la famille de Serigne Moustapha Cissé. Le défunt khalife de Pire est un homme multidimensionnel qui entretenait d'étroites relations avec le khalife général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, qui a loué la démarche de foi du chef de l'État à la cérémonie. Toutes les institutions de la République étaient représentées. Le compte-rendu d'Aboubakri Kane. En ce jour de l'Aïd el-Fitr, coïncidant avec le 3e jour du rappel à Dieu de Serigne Moustapha Cissé, le chef de l'État est venu partager avec Pire la perte de son khalife. Aux épouses du défunt, le président Macky Sall a présenté ses condoléances et celles de la nation. Une cérémonie officielle de réception des condoléances en présence du khalife général des Tijanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine,
et de tous les dignitaires de la famille de Seydi El Hadj Malick Sy, du khalife de la famille omarienne et des représentants de toutes les familles religieuses. Le président de la République de revenir d'abord sur les qualités intrinsèques du défunt, un diplomate chevronné auprès duquel il se plaisait de recueillir avis et conseils. Au terme de 26 ans de califat, la disparition de Serigne Moustapha Cissé constitue pour le chef de l'État une perte pour toute la Oumma. L'homme attachait une attention particulière à la sauvegarde du modèle sénégalais de l'islam et des vertus de tolérance et de cordialité qui le caractérisent. Quant au nouveau khalife de Pire, il s'est juste limité à souhaiter la bienvenue au président Macky Sall et à sa délégation. Serigne Mansour Cissé laissant au khalife général de Tidianes le soin de recevoir les condoléances du chef de l'État. Ami et confident du défunt, Serigne Abdou a remercié le président de la République au nom de la famille pour la prise en charge des soins médicaux de Serigne Moustapha Cissé tout au long de sa maladie. Le khalife de louer ensuite les liens étroits qui ont toujours existé entre les familles Sy de Tivaouane et Cissé de Pire. À l'occasion, le khalife a réitéré son appel à l'assistance et à tous les fidèles musulmans, les invitant à vivre profondément au rythme des préceptes de l'islam. Des prières ont par la suite été formulées pour le repos de l'âme du défunt, prières pour le khalife Serigne Mansour Cissé dans sa nouvelle mission, prières aussi pour une paix durable et pour la réalisation des grands projets engagés pour le développement du Sénégal. La fête, partout le constat est le même, pas d'influence, moins d'approvisionnement dans ces lieux de commerce où l'on note également une amélioration dans la gestion des ordures. L'hivernage a-t-il commencé à Dakar avec cette fine pluie qui s'est abattue ce matin dans la capitale? L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie apporte des précisions. Cette perturbation atmosphérique a touché d'autres localités du pays. Dans la zone sud-est et centre, l'hivernage a bel et bien démarré. De fortes pluies ne sont pas à écarter cette année, indique l'ANACIM. Jeanne Dior. Une matinée de fine pluie à Dakar, un ciel clément qui a fait des heureux, surtout ceux qui ont subi la forte chaleur de ces derniers jours. Du côté de l'ANACIM, on donne une explication à ce phénomène précoce pour la capitale. Ces pluies ont commencé depuis hier, en début d'après-midi, sur la Casamance, vers Kédougou, Tambacounda, et aussi à l'est du pays. Donc vers Matam, Ranérou, Bakel, il a plu hier nuit, et quelques localités du centre. Maintenant, ce sont ces pluies-là qui, par la suite, ont évolué sur l'ensemble du territoire sénégalais. Donc occasionnant des pluies jusqu'au nord du pays. Donc là, ce matin, à Saint-Louis, ils se sont réveillés avec la pluie, comme à Dakar. Donc pour dire que c'est une perturbation qui a balayé l'ensemble du territoire sénégalais. Chaque région ou zone a sa période de démarrage de la saison des pluies. Peut-on considérer cette pluie comme le début de l'hivernage à Dakar? Il ne faut pas dire que cet hivernage a démarré un peu partout. Parce qu'à Dakar, par exemple, les premières pluies qu'on a enregistrées sont précoces, mais ce n'est pas des pluies qui laissent présager une installation de l'hivernage. Parce que l'hivernage à Dakar, en général, ça commence en mi-juillet et dans la dernière décade de juillet. Donc il faudrait s'attendre à une installation timide, mais dans la localité centre et dans la localité est ou sud où on a cette installation effective. Dans la zone sud, est et centre, l'hivernage est bien installé. Par rapport aux prévisions saisonnières, peut-on s'attendre à de fortes pluies? Ce n'est pas écarté parce qu'on est dans un contexte de changement climatique où on a souvent des extrêmes pluviométriques. Parce que si on laisse une installation humide et qu'on a des phases vraiment humides, ça peut laisser entrevoir des séquences qui peuvent laisser des inondations. Une première journée de pluie fine à Dakar. Avec l'effet des changements climatiques, la saison pluviale peut connaître des perturbations, d'où l'importance d'avoir les informations climatiques et météorologiques pour éviter les désagréments causés par les pluies. De l'eau, des intrants, du matériel agricole, Kaolack vit déjà son hivernage. Les autorités administratives, les acteurs et les paysans espèrent une bonne campagne. Les préparatifs ont débuté bien avant les premières pluies. Claire Diop.
Lors de la campagne agricole 2016-2017, Kaolack a enregistré une hausse de 15% de sa production céréalière, une situation saluée par les acteurs. Pour cette présente édition, la campagne se prépare bien. La région a reçu un intrants et matériel agricole. Les commissions mises en place sur le terrain procèdent à la distribution. Nous avons au niveau de la région prévu de recevoir environ 12 000 tonnes. Actuellement, à ce jour, nous avons reçu 9 400 tonnes, soit 95%. Dans le cadre du programme national d'autosuffisance en riz, PNAR, Kaolack a reçu 10 décortiqueuses, 40 semoirs boomerang, 2 motoculteurs diesel et 2 batteuses. La répartition s'est faite suivant des critères bien précis. Nous avons fait la répartition suivant la prévision d'emblavure en riz pour chaque département, suivant le niveau d'équipement. Et la ville est très calme. Alors nous allons avec Abibou Mbaye voir comment les Sénégalais ont vécu justement ce lendemain de fête. Un policier en faction prend le temps de passer un coup de fil sous un pont peu fréquenté. Ici, les embouteillages cèdent la place à la fluidité en de pareils jours ouvrables. Assis sur sa moto, il veille aux moindres détails. Lendemain de fête qui se prolonge comme sur cette autoroute, dans ses deux sens, peu fréquentée, sous un ciel lourdement chargé de nuages. Une fluidité qui enchante les conducteurs qui se plaisent à toute manœuvre. Ça se remarque, je suis allé en ville. Parce que d'habitude, je mettais beaucoup plus de temps, mais aujourd'hui, vraiment, ça va, quoi. Mais sûrement, voilà, tout le monde n'est pas sorti. Je ne sais pas si c'est à cause de la pluie ou bien le lendemain de fête. Mais en tout cas, si c'était comme ça, voilà, ça aurait été mieux. Mais il n'a pas beaucoup plu aujourd'hui, et puis aujourd'hui, c'est un jour ouvrable. Oui, c'est un jour ouvrable. Bon, je crois que bon, les privés ont travaillé, mais je crois que nos amis de la fonction publique, voilà, ont pris, je ne sais pas, le lendemain de la Corvée comme un jour férié, et je crois que c'est un jour ouvrable. Donc voilà, c'est ça. Apparemment, c'est les vieilles habitudes des Sénégalais. Les vieilles habitudes, voilà, c'est ça, c'est voilà, les disciplines sénégalaises plutôt. Donc c'est vrai, ils ne respectent pas les lois, même le code de la route. Non, on ne respecte aucune loi, vraiment. C'est une chose à déplorer, quoi. Déplorer des comportements et des actes qui parfois sont ancrés dans les habitudes. Certains y trouvent leur compte, comme ces taximens qui cohabitent aisément avec ces policiers en patrouille à Sandaga. On se réjouit beaucoup de la fluidité de la circulation. On peut aller à Rufisque en 15 ou 20 minutes. Même à Colobane, il n'y a pas d'embouteillage, comme on le craignait. Des cars Ndiagandiaï à l'arrêt près du stade Léopold Sédar Senghor. Pause Korité oblige. Des cantines fermées à Sandaga. La fête de Korité est une sorte de retour à la source pour les habitants de Dakar. Les gens sont maintenant éveillés, ils vont passer la fête dans leur localité d'origine. Passer de bons moments en famille, c'est mieux que de rester à Dakar. Moi, je suis fier d'eux car chacun doit retourner à la source. Même si la fine pluie sur Dakar n'est pas une excuse valable pour les nombreux absentéistes, l'administration, certes la plus interpellée, rappelle la loi qui régit les jours fériés. Généralement, les gens font la confusion en croyant que tout lendemain de Tabaski et de Korité est automatiquement un jour férié, ce qui n'est pas le cas. La seule possibilité, c'est que lorsque la Korité ou la Tabaski tombe un dimanche, le lundi suivant est considéré comme férié. Mais hormis cette situation, tout lendemain de Tabaski et de Korité, autre qu'un dimanche, doit être un jour travaillé. Oui. Comme c'est le cas. Aujourd'hui, normalement, ce n'est pas un jour férié. C'est un jour ouvrable et les gens devraient être au bureau. Quand la circulation de Dakar est au ralenti, pas besoin de rouler vite. Il suffit de passer devant le clignotant orange, mais avec prudence.
Dakar qui vit au ralenti. Et si c'était comme ça tous les jours, comment se porterait notre économie? Au niveau des marchés, il y a un décor peu... Et puis le Khalif général de Tidjane invite les Sénégalais à l'unité et la tolérance, un message à l'occasion de la Korité. Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine lance également un appel au travail et à la discipline et demande aux parents de se consacrer à l'éducation de leurs enfants. La synthèse de Cherfa, là, tu vas voir. L'unité et la tolérance au cœur des préoccupations du Khalif général des Tidjanes. Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, qui a pris part à la prière de l'Aïd el-Fitr à la mosquée Sidi Ababakar Sy, est en contact permanent avec le Khalif général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Ils se concertent dans la problématique de la gestion de l'apparition du croissant lunaire. Tivaouane et Touba seront toujours en phase dans ce domaine, dira Al Amine, un modèle qui pourra un jour aider le Sénégal à célébrer ses fêtes religieuses dans un même élan unitaire. C'est la forte conviction du Khalif général des Tidjanes qui a lancé un appel au travail et à la discipline. A renchéri Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, qui a rendu un hommage appuyé au Khalif disparu récemment, Cheikh Ahmed Tidjane Sy Al Maktoum et Serigne Moustapha Cissé de Pire. Dans ce sillage, le Khalif général des Tidjanes a recommandé des prières dans toutes les grandes mosquées le jour du vendredi et de sortir de l'aumône. Notre pays et tous ses fils ont besoin de toutes ces démarches de foi, a indiqué le Khalif général des Tidjanes, qui a lancé un pressant appel pour l'éducation de nos enfants en les inculquant les valeurs tirées uniquement des enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Auparavant, l'imam Moussa Diop, qui a dirigé la prière de la Korité dans cette grande mosquée Sidi Ababakar Sy, a exhorté les musulmans à un retour à Dieu et au respect des prescriptions de l'islam. Son sermon était consacré aux bienfaits du Ramadan et la nécessité de poursuivre l'œuvre de dévotion. Tous ces messages ont été délivrés devant de nombreux fidèles, mais aussi et surtout des autorités administratives et locales qui ne manqueront pas de transmettre au chef de l'État les salutations du Khalif, qui a mentionné que le Sénégal doit maintenir sa sérénité sur le chemin de l'émergence. À Darou Khadim Guiranen, la prière a été dirigée par Serigne Fallou Mbacké. Le guide religieux a magnifié la politique initiée par le chef de l'État dans le cadre de la modernisation des cités religieuses. Lamine Touré. L'ambiance était faite de prières et de recueillements à Touba. Beaucoup de fidèles musulmans ont pris d'assaut les lieux de culte pour sacrifier à la traditionnelle prière de fin de Ramadan. Une occasion saisie par Serigne Fallou Mbacké de Darou Khadim Guiranen pour magnifier les relations étroites qui lient le chef de l'État et l'ensemble des familles religieuses du pays. Une proximité qui en dit long sur la politique d'assistance conduite par le président de la République, notamment en ce qui concerne la modernisation des cités religieuses. Serigne Fallou Mbacké a aussi évoqué la situation économique, sociale et politique du pays. Il a exhorté l'État à poursuivre ses efforts d'investissement, la seule voie pouvant asseoir définitivement une justice sociale voulue par Macky Sall. Sur ce chapitre, le marabout a beaucoup insisté sur la nécessité d'accompagner la jeunesse du pays en matière d'insertion économique. Concernant les élections législatives en vue, Serigne Fallou Mbacké n'a pas donné de consigne de vote. Il s'en remet au libre choix des talibés qui, dit-il, sont suffisamment responsables pour voter utile. Et puis les lendemains de Korité. Le lendemain de Korité, ce n'est pas jour férié comme le pensent certains. Du coup, il faut noter que dans Dakar, la capitale, il y a une nette fluidité dans la reluisant en ce lendemain de Korité, même si les efforts sont notés dans la prise en charge des ordures par les communes. Au marché HLM Tilène et Castor, les images diffèrent d'un lieu à un autre. Un seul point commun, l'ambiance timide au lendemain de la Korité. Anne-Marie Gomis. Marché Castor, lendemain de fête. Un calme surprenant pour cet endroit ordinairement bruyant. Sous la fine pluie matinale, les quelques rares trouvés sur place
explique. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bagages sur le marché parce que c'est le reste de la fête de Korité qu'on essaie d'évacuer aujourd'hui. À cause de la pluie, les petites gouttes qui tombent, les gens n'ont pas venu au marché. Et cela n'est pas sans effet sur le panier de la ménagère. Je pense que c'est à cause de la pluie et le lendemain de fête aussi. Il n'y a presque rien. Autre constat, le marché Castor, jadis insalubre après les fêtes, semble se défaire de cette réputation. Une nette amélioration est constatée dans la gestion des ordures. Cette année, il y a eu des améliorations comparées à l'année dernière, où tout l'espace était occupé par les ordures. Depuis 2 ans, on est en train de collaborer avec les gens de UCG et les techniciens de surface qui sont au niveau du marché. À la veille de chaque événement, on fait la collecte et ensuite le jour même et le lendemain. Ce qui fait que par exemple, il n'y aura pas de tas d'ordures au niveau du marché et aux alentours du marché. Autre endroit, autre décor. Au marché HLM, l'état des lieux attire les attentions. Les sachets plastiques et autres restes de tissus jonchent le sol. La mairie s'affaire au nettoiement et à l'évacuation des ordures. C'est nous, la commune, avec l'UCG. Donc c'est l'UCG qui nous appuie. Donc l'UCG nous appuie dans le cadre du nettoiement. Et Inch'Allah, Rabbi, demain quand vous repasserez ici, vous allez trouver que le marché est hyper propre. À côté, on démonte les tentes aménagées pour les besoins de la fête. La fête est finie, on enlève les tentes pour permettre aux autres de faire leur travail. Du coup, congé obligé pour la majeure partie des commerçants qui ont fermé boutique. Et pourtant, la situation arrange d'autres. Il y en a qui en profitent pour ramasser des choses utiles. L'exemple de cette femme qui vient de Bambey. On ramasse des bâches, des toiles et des bidons pour aller revendre au village. En attendant le retour à la normale annoncé dans les prochaines heures, les populations riveraines semblent apprécier cette nouvelle dynamique de la commune à rendre les lieux propres. La mairie est en train de faire beaucoup d'efforts par rapport à la gestion des ordures, contrairement aux années précédentes. Sur la route pour le marché Tilène, à hauteur de Niaritali, d'autres agents de nettoiement à l'ouvrage pour ramasser les ordures sauvagement déposées. C'est récurrent à chaque lendemain de fête. On a l'impression que les gens se moquent des règles établies. On en parle tout le temps, mais ça ne change pas. On a même cherché des gardiens la nuit, mais rien. À Tilène, le décor est moins choquant. Quelques rares tas d'immondices qui ne semblent pas gêner le trafic. Là également, les autorités ont pris les devants pour éviter tout désagrément. Cette année, il faut le dire, il y a des efforts qui ont été faits par la mairie pour le ramassage des ordures. Côté affluence, un léger mieux par rapport au marché Castor. Mais côté approvisionnement, la situation est la même. Il n'y a personne. Les gens jouent aux prolongations et ça se ressent dans le panier de la ménagère. Tu vois, il n'y a pas de poissons. Les pêcheurs ne sont pas allés en mer à cause de la fête. Ainsi va le marché au lendemain de